J'ai toujours cru que la vieillesse serait une période paisible, rythmée par les livres, un plaid et une tasse de thé au gingembre dans le confort de ma maison de la rue des Acacias. Au lieu de cela, à 78 ans, moi, Noémie Deschamps, je me réveille chaque matin dans la chambre d'amis de ma fille. La vie est décidément pleine de surprises. Comme à mon habitude, je suis debout à 6 heures, une discipline que mes années de vétérinaire m'ont inculquée. Les animaux, eux, n'attendent pas que l'on ait eu une bonne nuit de sommeil. Ma hanche gauche me lance, séquelle d'une fracture survenue il y a 4 mois. Je grimace, cherche à tâtons un antidouleur sur ma table de chevet et l'avale avec un verre d'eau. Cet accident a tout changé. Cette nuit-là, le thermomètre affichait -15 degrés, un froid record à Bellerive depuis 10 ans. Un bruit étrange m'a tiré du sommeil, comme de l'eau qui s'écoulait à gros bouillons quelque part en bas. En descendant à la cave, j'ai découvert une véritable inondation. La canalisation principale avait cédé. En tentant d'atteindre la vanne d'arrêt, j'ai glissé sur les marches détrempées et je suis tombée. La douleur était si fulgurante que j'ai perdu connaissance. Heureusement, ma voisine Dolores, avec qui j'avais rendez-vous pour notre club de lecture, devait passer me prendre le matin. C'est elle qui a appelé les secours et prévenu Clara. Le temps que l'on me transporte à l'hôpital, l'eau avait déjà causé des dégâts considérables aux fondations, à l'installation électrique et au parquet de mon salon. Ma vieille maison de caractère, témoin de toute une vie, était devenue inhabitable. Après mon opération, je me suis installée provisoirement chez ma fille, le temps des travaux. Mais 4 mois plus tard, le chantier n'en finit pas. L'assurance tarde à débloquer les fonds, les artisans découvrent sans cesse de nouveaux problèmes. Ma maison est à l'abandon, les sols et les murs à nu, et je reste ici, dans cette demeure où je me sens comme une étrangère. M'appuyant sur ma canne, je descends prudemment à la cuisine. Dans le silence matinal, je peux faire semblant d'être de nouveau chez moi. Je me prépare un porridge à la cannelle et à la pomme, comme l'aimait mon cher Hervé. 6 ans déjà qu'il nous a quittés. Il s'est éteint d'une crise cardiaque dans son bureau, paisiblement, son livre favori à la main. Je me dis souvent que c'est une belle mort, rapide, sans souffrance, dans un lieu où l'on a été heureux. Je me sers un thé dans ma tasse, l'un des rares objets que j'ai pu sauver des eaux. Elle est d'un bleu profond, ornée d'un ciel étoilé. Un cadeau de mon petit-fils, William, pour Noël dernier. Parce que tu es comme une étoile pour moi, grand-mère, tu me montres toujours le chemin, m'avait-il dit. Mon petit philosophe. Des pas se font entendre dans l'escalier. C'est Clara, déjà vêtue d'un tailleur-pantalon impeccable. Ma fille a toujours été une femme ambitieuse. À 49 ans, elle cherche encore à prouver sa valeur aux yeux du monde. Bonjour, maman, lance-t-elle en se dirigeant vers la machine à café. Bonjour, ma chérie. Des visites importantes aujourd'hui. 2. La maison sur la colline de Bellerive et un appartement dans la nouvelle résidence au bord de la rivière. Elle programme la machine sans même me jeter un regard. Tu as eu des nouvelles de l'assurance hier? Je soupire. C'est la même question, chaque matin. Oui, ils examinent toujours le devis des artisans. Ils estiment que certains postes sont surévalués. Surévalués? S'étrangle Clara en se servant un café. C'est absurde. Ils auraient dû voir l'état de la maison. L'expert est seulement passé. La semaine dernière. Il a dit que la maison était ancienne et que certains dégâts pouvaient être antérieurs à l'inondation. Clara secoue la tête. Maman, tu es trop conciliante. Il faut être plus ferme. Tu veux qu'Édouard leur parle? Il a un don pour persuader les gens. Je suis sûre qu'il obtiendra gain de cause. Mon gendre pourrait vendre un réfrigérateur à un Esquimau, comme le disait Hervé. Un talent qui lui a permis de réussir en tant que représentant pharmaceutique. Merci, ma chérie, mais je peux m'en charger. Après tout, c'est ma maison, mon assurance. Clara hausse les épaules, mais je vois bien que ma réponse ne la satisfait pas. Comme tu voudras. N'oublie pas que tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Cette vieille maison demande un entretien constant. Tu devrais peut-être songer à la vendre. Je pourrais te trouver un bon acheteur. Elle marque une pause. Ce serait plus simple pour toi d'avoir l'argent plutôt que tous ces tracas. Voilà. Une nouvelle tentative. Depuis mon arrivée, Clara et Édouard reviennent sans cesse sur le sujet de la vente de ma maison. Je comprends leur logique. Une femme de mon âge n'a que faire d'une grande maison avec 3 chambres. Mais ce n'est pas qu'une simple maison. Peut-être un jour, je réponds, évasive.
Pour l'instant, je veux juste qu'elle soit réparée. Clara acquiesce, mais je lis la déception dans son regard. Elle termine son café, dépose la tasse dans le lave-vaisselle. Je dois y aller. Édouard a un rendez-vous à la clinique du Montclair. Il ne rentrera pas avant tard. Pourras-tu aller chercher William à l'école? Il a un cours de sciences jusqu'à 16 heures. Bien sûr, dis-je avec un sourire. Passer du temps avec lui est toujours un plaisir. C'est la vérité. Les moments passés avec mon petit-fils sont les seules heures qui m'apportent un peu de joie dans cette maison. Une fois Clara partie, je finis tranquillement mon porridge, me laissant aller à mes souvenirs. J'ai exercé comme vétérinaire à Bellerive pendant 36 ans. J'ai débuté comme assistante à la clinique du docteur Lambert, pour finalement diriger mon propre cabinet avec 3 employés. Je soignais les chiens et les chats, mais aussi les chevaux des fermes environnantes et parfois même des animaux exotiques que des propriétaires désespérés m'amenaient. Après le décès d'Hervé, j'ai vendu la clinique à mon jeune confrère, Nicolas Brody. Il a conservé le nom Clinique Vétérinaire des Champs et m'appelle de temps à autre pour me consulter sur des cas complexes. Ces appels me redonnent toujours le moral. Ma rêverie est interrompue par un coup frappé à la porte de la cuisine. C'est William, déjà en uniforme, son sac à dos sur les épaules. « Bonjour, grand-mère. » Il s'approche et me serre dans ses bras. « Comment va ta hanche aujourd'hui? » « Mieux, merci de demander. » Je souris. « Tu veux un toast au beurre de cacahuète avant de partir? »« Oui, s'il te plaît. » Il s'installe à table. « C'est toi qui viens me chercher à l'école tout à l'heure? »« Oui, ta mère me l'a demandé. Tu as un cours de sciences, c'est bien ça? » Ses yeux s'illuminent. On étudie la migration des oiseaux. Monsieur Durand nous a dit que certaines espèces peuvent parcourir des milliers de kilomètres sans s'arrêter. Tu imagines? J'acquiesce en lui préparant son toast. La nature est pleine de merveilles. Quand j'étais étudiante, nous allions sur le terrain pour baguer les oiseaux migrateurs. Un jour, une bague que j'avais posée sur un rouge-gorge a été retrouvée en Argentine, à des milliers de kilomètres de là. Bonjour, Édouard. Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. Vraiment. William est impressionné. Qu'est-ce que tu as étudié d'autre à l'université? Je lui raconte mes années d'études, mes premières interventions chirurgicales, comment, avec mes camarades, nous venions en aide aux animaux abandonnés. Il m'écoute, fasciné, et une fois de plus, je suis frappé par la différence entre cet enfant et ses parents. Il possède cette curiosité et cette bienveillance que j'ai toujours tenté d'inculquer à Clara, une bataille que j'ai perdue en cours de route. « Grand-mère, quand est-ce que tu retournes chez toi ?» demande-t-il soudain, me prenant au dépourvu. « Dès que les travaux seront terminés, mon chéri. » Pourquoi cette question? William fixe son toast sans lever les yeux. C'est juste que, j'ai entendu maman et papa dire que tu ne pourrais peut-être jamais y retourner, que tu devrais vendre la maison. Alors c'est ça. Je ne suis donc pas la seule à être le sujet de ces conversations. Eh bien, c'est à moi de décider, n'est-ce pas? J'essaie de prendre un ton léger. Et j'ai très envie de rentrer chez moi une fois que tout sera réparé. Moi aussi, je veux que tu y retournes, dit William à voix basse. C'est tellement bien là-bas. Il y a un grand jardin, un grenier rempli de trésors, et personne pour te dire tout le temps ce que tu dois faire. Sa franchise me touche. Les enfants perçoivent bien plus de choses que nous ne l'imaginons. Après le départ de mon petit-fils, je regagne ma chambre. C'est une petite pièce, une ancienne chambre d'amis avec une fenêtre donnant au nord. Il y fait toujours frais et la lumière est rare. Mes affaires sont rangées avec soin dans l'armoire et la commode, mais je n'ai pas encore déballé tous mes cartons, dans l'espoir que mon séjour ici ne soit que temporaire. Je m'assois dans un fauteuil et sors un album photo, l'un des rares que j'ai pu sauver de l'inondation. Je tourne les pages. Me voici jeune, en blouse blanche, tenant dans mes bras un chiot labrador que nous avions recueilli. Là, c'est Hervé et moi, le jour de l'inauguration de ma clinique. Et là, c'est Clara, petite, qui rit aux éclats en câlinant notre vieux setter, Jasper. Il fut un temps où ma fille aimait les animaux autant que moi. Mais l'arrivée d'Édouard, avec ses ambitions et ses rêves de grandeur, a tout changé. Aujourd'hui, ils n'ont même plus d'animal de compagnie. Trop de poils, trop de contraintes. Le téléphone sonne. Je me lève lentement pour décrocher. C'est Nicolas Brody, le nouveau propriétaire de ma clinique. Docteur Deschamps, j'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout, Nicolas. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles.
Et appelez-moi Noémie, je vous en prie. Noémie. Il n'arrive toujours pas à s'y faire. Sa voix est empreinte de respect. J'ai un cas un peu particulier, et j'aurais aimé avoir votre avis. Un retriever de 8 ans. Il présente une perte de coordination soudaine et des tremblements au niveau des membres postérieurs. Nous passons les 15 minutes suivantes à discuter des symptômes et des diagnostics possibles. Cela m'apaise. Le sentiment d'être encore utile, que mes connaissances et mon expérience ont encore de la valeur. À midi, j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. C'est Édouard. Il est rare qu'il rentre à cette heure-ci. Je descends pour le saluer. Il est dans la cuisine, en train de parcourir le courrier. Grand, une calvitie naissante qu'il dissimule habilement par une mèche savamment coiffée, et ce sourire de vendeur qui ne le quitte jamais. Mon gendre m'a toujours inspiré un certain malaise. Hervé appelait ça mon instinct de vétérinaire, cette capacité à déceler la fausseté. « Noémie !» s'exclame-t-il en m'apercevant. « Comment va ma belle-mère préférée ?» « J'ai annulé un rendez-vous, » explique-t-il en ouvrant le réfrigérateur. « Je me suis dit que je passerais manger un morceau. Comment va ta hanche aujourd'hui ?»« Mieux, merci. » Je réponds en m'asseyant à la table de la cuisine. « As-tu parlé aux artisans pour ma maison ?» Édouard s'est proposé comme médiateur entre moi et l'entreprise de construction, prétextant son expérience en la matière. J'ai accepté, trop épuisé par l'hôpital et la douleur pour discuter. « Oui, ils attendent toujours l'accord de l'assurance pour le devis, » dit-il en se préparant un sandwich. « Mais bonne nouvelle, j'ai trouvé un excellent chauffagiste. Il dit que la vieille chaudière de ta maison doit être remplacée. » Remplacée ? Mais nous l'avons changée il y a seulement 5 ans. Vraiment ? Édouard semble surpris. C'est étrange. Il m'a dit qu'elle avait au moins 15 ans. Peut-être vous êtes-vous fait avoir à l'époque. Je secoue la tête. Impossible. C'est Hervé qui s'en est occupé personnellement. J'ai tous les documents, les garanties. Eh bien, j'ai peut-être mal compris. Édouard hausse les épaules. Quoi qu'il en soit, il faut vérifier toute l'installation. Ce sont des frais supplémentaires, bien sûr. Je sens l'inquiétude monter en moi. Quelque chose ne tourne pas rond. Et ton testament ? Demande-t-il soudain, changeant de sujet. L'as-tu modifié depuis le décès d'Hervé ? La question me surprend par sa franchise. Oui, il y a 3 ans. Pourquoi cette question ? Je m'inquiète pour toi, c'est tout, répond-il. Je veux m'assurer que tout est en ordre. Tu sais, beaucoup de personnes âgées lèguent des sommes importantes à des causes douteuses, comme des refuges pour animaux ou des œuvres de charité. Son ton en prononçant le mot charité en dit long. Je réprime un sourire. Mon testament prévoit en effet des dons conséquents à un refuge local et à une fondation qui octroie des bourses aux étudiants en médecine vétérinaire. Clara hérite de la maison et d'un tiers de mes économies. Un partage équitable, considérant la fortune qu'Hervé et moi avons dépensée pour son éducation et sa première maison. Mes affaires sont en ordre, Édouard, dis-je calmement. Mon notaire, maître Dubois, s'est occupé de tout. Dubois. Édouard fronce le nez. Mais il est vieux. Il doit bien avoir 80 ans, non ? Tu devrais prendre quelqu'un de plus moderne. Je connais un excellent avocat spécialisé en droit des successions. Maître Dubois a 73 ans et il a toute sa tête, bien plus que certains jeunes de 40 ans, je réplique. C'était un ami d'Hervé depuis l'université. Il connaît parfaitement notre situation. Édouard hausse les épaules, mais je sens que la conversation n'est pas terminée. Simplement reportée. Après son départ, je reste dans la cuisine, pensive. Quelque chose me chiffonne. Toutes ces discussions autour de la vente de la maison, du remplacement d'une chaudière qui n'en a pas besoin, de mon testament. Un intérêt bien trop soudain de la part de ma fille et de mon gendre pour mes finances, eux qui ne s'en sont jamais souciés auparavant. À 15 heures, je me mets en route pour l'école de William. La promenade dure un quart d'heure, et malgré la douleur à la hanche, l'air frais me fait du bien. William sort de l'école en courant, le visage rayonnant. « Grand-mère, devine quoi ? Monsieur Durand a dit que mon exposé sur la migration des oiseaux était le meilleur de la classe. Je vais le présenter à la fête de la science de l'école. Félicitations, mon chéri. » Je le serre dans mes bras, le cœur rempli de fierté. J'ai toujours su que tu étais doué. Sur le chemin du retour, William me parle de son projet, de ses recherches sur les itinéraires de migration des différentes espèces d'oiseaux, des cartes qu'il a dessinées.
Son enthousiasme me rappelle ma propre jeunesse, lorsque je pouvais passer des heures à observer les animaux. En rentrant, William me demande de l'aider à mettre en forme son exposé. Nous passons la soirée à y travailler, et je ressens une joie qui m'avait manqué ces derniers temps. Ce garçon est un véritable trésor, un rayon de soleil dans ma vie. Plus tard dans la soirée, Clara et Édouard rentrent. Ils discutent du 50e anniversaire de Clara, qu'ils prévoient de fêter dans 2 semaines. Nous inviterons une 30aine de personnes, dit Clara. Tous les clients importants, les collègues de l'agence, la famille. C'est une excellente idée, dis-je. Comment puis-je vous aider? En rien, maman. Son ton est sans appel. Nous avons déjà tout organisé. Tu n'as qu'à être présente. Après le dîner, William vient dans ma chambre pour me souhaiter une bonne nuit. Grand-mère, tu es heureuse ici? Me demande-t-il soudain, en me regardant droit dans les yeux. Sa question, par sa franchise et sa profondeur, me désarçonne. Je suis heureuse de te voir tous les jours, je réponds prudemment. Il secoue la tête. Ce n'est pas une réponse. Tu n'es pas heureuse. La sagesse de cet enfant m'effraie parfois. Le bonheur n'est pas toujours le plus important, William, dis-je en pesant mes mots. Ce qui compte, c'est d'être là où l'on a besoin de nous. J'ai besoin de toi, dit-il sérieusement. Et je ne veux pas que tu partes. Mais j'entends maman et papa te parler. Ce n'est pas juste. Je le serre dans mes bras, la gorge nouée. La vie n'est pas toujours parfaite, mon cœur, mais tant que je t'ai, je peux tout affronter. Il se blottit plus fort contre moi. Quand je serai grand, je veux être comme toi. Fort et bienveillant. À cet instant, je réalise que malgré les épreuves, j'ai réussi quelque chose dans ma vie. J'ai élevé une fille qui, avec tous ses défauts, a su élever un fils aussi merveilleux. Le 50e anniversaire de Clara est devenu l'événement du mois. Chaque jour, j'apprends de nouveaux détails. Un traiteur renommé, un orchestre, un photographe de célébrité. Pour quelqu'un qui se plaint de difficultés financières, ma fille organise une fête bien somptueuse. Ce matin, Clara s'agite dans la maison, sa tablette à la main, vérifiant les listes d'invités et les menus. « Maman, tu es sûre de ne pas vouloir mettre la robe bleue que je t'ai montrée ?» me demande-t-elle, les yeux rivés sur l'écran. « Elle est beaucoup plus moderne que ce que tu portes d'habitude. » Je termine mon thé et secoue la tête. « Merci, ma chérie, mais je préfère choisir dans ma propre garde-robe. De plus, la robe que tu me proposes est un peu trop décolletée pour une femme de mon âge. » Clara lève les yeux au ciel. « Maman, nous sommes en 2025. Des femmes de 70 ans portent des mini-jupes et se prennent en selfie pour les réseaux sociaux. Grand bien leur fasse, je réponds calmement. Mais je ne suis pas comme elles. » Notre conversation est interrompue par la sonnerie du téléphone. Clara jette un œil à l'écran et son expression change du tout au tout. Elle quitte la cuisine en fermant la porte, mais j'entends tout de même le début de la conversation. « Oui, monsieur Martin, je comprends. Non, nous n'avons pas oublié le paiement. Oui, bien sûr. Avant la fin du mois. » Sa voix est tendue. Quand elle revient, son sourire semble forcé. « Tout va bien ?» je demande. « Oui, juste un client qui a des questions sur une maison qu'il envisage d'acheter, » répond-elle un peu trop vite. « Rien d'important. » J'acquiesce, sans en croire un mot. Depuis 2 semaines, je remarque que Clara et Édouard chuchotent souvent dans leur coin, interrompant brusquement leur conversation dès que j'entre dans la pièce. Il se trame quelque chose. Et d'après les bribes de phrases que j'ai pu surprendre, il s'agit d'argent. Hier soir, en descendant boire un verre d'eau, je les ai entendus se disputer violemment dans le salon. Tu avais promis que cet investissement serait rentable. La voix de Clara était pleine de rage. Et maintenant, nous avons presque tout perdu. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, a répondu Édouard. Le marché va se redresser. Il faut juste tenir encore un peu. Encore un peu. Clara était au bord des larmes. Édouard, nous avons 3 mois de retard sur notre prêt immobilier. La banque nous a déjà envoyé une mise en demeure. Je suis remontée discrètement dans ma chambre, ne voulant pas en entendre davantage. Mais ce que j'avais entendu expliquait beaucoup de choses. Leur intérêt soudain pour mes finances, leurs allusions constantes à la vente de ma maison, et même cette fête somptueuse, destinée à donner le change à leurs amis et collègues. Cet après-midi, Édouard rentre à l'improviste. Je suis dans le salon, un livre à la main, quand j'entends la porte d'entrée claquer. « Clara !» crie-t-il. « Tu es là !»
Elle est partie faire visiter une maison, je réponds en sortant du salon. Elle a dit qu'elle serait de retour vers 16 heures. Édouard semble déçu. Il porte un costume élégant, mais sa cravate est desserrée et des gouttes de sueur perlent sur son front malgré la fraîcheur printanière. Tout va bien, je m'enquière. Oui, oui. Il tente un sourire qui se transforme en grimace. Une journée chargée, beaucoup de rendez-vous. Il monte rapidement dans son bureau. Je l'entends fermer la porte. Quelques instants plus tard, des voix étouffées me parviennent. Il est au téléphone. Son ton est nerveux, presque suppliant. Je retourne à ma lecture, mais impossible de me concentrer. Le comportement d'Édouard est étrange, même pour lui. D'habitude, il rentre tard, souvent après 20 heures, prétextant des dîners d'affaires. Une demi-heure plus tard, je l'entends descendre. Il passe la tête dans le salon, l'air plus maître de lui, mais toujours tendu. Noémie, je pensais. Commence-t-il avec une fausse décontraction. Comment te sens-tu ces derniers temps? Ta hanche te fait-elle toujours souffrir? Mieux, merci, je réponds. Le médecin dit que je me remets bien. Très bien, acquiesce-t-il. Et ta tension? Pas de maux de tête? De palpitations? Je le regarde avec méfiance. Pourquoi cet intérêt soudain pour ma santé, Édouard? Je veille sur toi, c'est tout, il hausse les épaules. À ton âge, il faut surveiller sa santé de près, surtout le cœur. Sais-tu combien de personnes meurent d'une crise cardiaque avant 80 ans? J'en ai une vague idée, je réponds sèchement. Mon mari en faisait partie, après tout. Édouard semble gêné. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis juste inquiet. Prends-tu bien tous tes médicaments? Oui, Édouard, je suis parfaitement capable de gérer mon traitement. Bien sûr, bien sûr. Il se dandine d'un pied sur l'autre, mal à l'aise. Au fait, j'ai lu récemment un article sur un nouveau traitement pour les articulations. Très efficace, paraît-il. Tu devrais peut-être en parler à ton médecin. Peut-être, je réponds, de plus en plus intrigué par cette conversation. Comment s'appelle ce médicament? Je ne me souviens plus exactement. Quelque chose avec un D, je crois. Je vais chercher et je te le montrerai. Il jette un œil à sa montre. Oh, je dois filer à un rendez-vous. On se voit ce soir. Il part précipitamment, me laissant avec un sentiment de malaise. En 4 mois de cohabitation, Édouard ne s'est jamais autant soucié de ma santé. Qu'est-ce qui a changé? Vers 15 heures, je monte chercher un pull. Il fait un peu frais dans la maison malgré le printemps. En passant devant le bureau d'Édouard, je remarque que la porte est entr'ouverte. D'habitude, il la ferme à clé en partant. Je ralentis le pas, luttant contre ma curiosité. Ce n'est pas bien d'espionner, mais l'inquiétude qui me ronge depuis quelques jours prend le dessus. Je jette un œil discret à l'intérieur. Le bureau est comme d'habitude. Un bureau, un ordinateur, des étagères remplies d'ouvrages médicaux qu'Édouard utilise pour son travail. Mais sur le bureau, je remarque quelque chose de nouveau. Une petite boîte avec le logo d'un laboratoire pharmaceutique. En m'approchant, je lis le nom sur l'étiquette, digoxine. Ce nom m'est familier. Quand Hervé a commencé à avoir des problèmes cardiaques, son médecin lui avait prescrit de la digoxine. C'est un médicament puissant, avec des effets secondaires graves en cas de surdosage. Que fait-il sur le bureau d'Édouard? J'entends un bruit en bas. Quelqu'un est rentré. Je sors rapidement du bureau, en veillant à ne faire aucun bruit. En descendant l'escalier, je vois William qui rentre de l'école. Bonjour, grand-mère. Il sourit, mais ses yeux sont fatigués. Tu ne devineras jamais la journée que j'ai eue. Raconte-moi. Je l'entraîne dans la cuisine où je lui ai préparé un goûter. Un sandwich à la dinde et une pomme. Aujourd'hui, on a eu un contrôle de sciences, puis un cours de maths en plus, et après, Monsieur Durand m'a demandé de l'aider à installer l'aquarium pour le cours de sciences. Il prend son sandwich. Ça ne me dérange pas d'aider, mais parfois, on a l'impression que la journée ne finit jamais. Je comprends, j'acquiesce. Tout le monde a des journées comme ça. William mâche son sandwich, le regard pensif perdu par la fenêtre. Grand-mère, je peux te poser une question? Bien sûr, mon chéri. Est-ce que c'est normal que les parents se disputent tout le temps? Sa voix est basse, presque honteuse. Je soupire, cherchant mes mots.
Toutes les familles se disputent de temps en temps, William. Ça fait partie de la vie. Mais ils ne se disputaient pas autant avant. Il me regarde sérieusement. Maintenant, c'est presque tous les soirs, quand il pense que je suis endormie. C'est toujours à propos d'argent, d'une sorte de dette. Hier, papa a dit qu'on risquait de perdre la maison si on ne trouvait pas de solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Un frisson me parcourt. Un enfant ne devrait pas avoir à entendre de telles choses, à s'inquiéter pour son toit. Tu sais, les adultes ont parfois des difficultés financières, je dis prudemment. Mais ils finissent toujours par trouver une solution. Tu n'as pas à t'en faire. Mais si, je m'en fais, dit William avec obstination. Surtout quand il parle de toi. De moi. Je me fige. Qu'est-ce qu'ils disent? William baisse les yeux sur son assiette, visiblement peu enclin à poursuivre. Rien de spécial. Juste. Il hésite. Papa a dit que tu pourrais les aider si tu vendais ta maison. Et maman a dit que tu étais trop têtu et que tu ne réalisais pas que tu serais mieux dans une maison de retraite. J'essaie de ne pas laisser paraître à quel point ces mots me blessent. Une maison de retraite? Ma propre fille envisage-t-elle réellement de m'y envoyer? Ne le prends pas personnellement, dis-je, en m'efforçant de garder mon calme. Quand les gens sont contrariés, ils disent parfois des choses qu'ils ne pensent pas. Mais maman n'avait pas l'air contrariée, objecte William. Elle en parlait très calmement, comme si c'était déjà décidé. Et puis ils ont commencé à parler de ton testament, et papa a dit quelque chose de bizarre. Il s'interrompt en entendant la porte d'entrée s'ouvrir. C'est Clara, rentrée plus tôt que prévu. Je suis à la maison, crie-t-elle depuis l'entrée. William, tu es dans la cuisine. Oui, répond-il, en me jetant un regard d'excuse. Clara entre, un sourire plus large que d'habitude aux lèvres. Bonjour la famille. Comment s'est passée votre journée? Elle dépose un baiser sur le front de William, un geste rare de sa part. J'ai une excellente nouvelle. J'ai vendu la maison sur la colline de Bellerive. Au prix demandé, sans négociation. Félicitations, dis-je. C'est une belle vente. Très belle. Elle ouvre le réfrigérateur et en sort une bouteille de vin blanc. Je crois que ça mérite de fêter ça. William, tu as fini tes devoirs? Presque, répond-il. Il ne me reste que l'histoire. D'accord, fini avant le dîner. On commande des pizzas ce soir. Elle se verse un verre de vin. Maman, tu en veux? Non merci, je réponds. Je ne dois pas mélanger l'alcool et mes médicaments. Ah oui, tes médicaments. Elle prend une gorgée. Au fait, Édouard a parlé à ton médecin, le docteur Simon, c'est bien ça? Je hausse les sourcils, surprise. Pourquoi Édouard parlerait-il à mon médecin? Il s'inquiète pour ta santé. Clara hausse les épaules. Tu sais, son laboratoire développe de nouveaux traitements pour les personnes âgées. Il voulait savoir si l'un d'eux pourrait te convenir. Le docteur Simon n'a pas à discuter de ma santé avec Édouard sans mon consentement, dis-je fermement. C'est une violation du secret médical. Oh, maman, ne sois pas si dramatique. Clara balaie mes protestations d'un geste de la main. Édouard voulait juste aider. Et puis, c'est ton gendre, presque de la famille. Je ne réponds pas, mais l'inquiétude grandit en moi. Quelque chose ne va décidément pas. D'abord, les questions étranges d'Édouard sur ma santé. Maintenant, ces conversations avec mon médecin, dans mon dos. Je vais dans ma chambre, dit William en rassemblant ses affaires. Je dois finir mon devoir d'histoire. Lorsqu'il est parti, Clara s'assoit en face de moi, son verre à la main. Maman, je voulais te parler de ta maison, commence-t-elle. Les artisans ont découvert un autre problème. Il semblerait que les fondations soient plus endommagées que prévu. Les réparations vont coûter 20 000 € de plus. 20 000 €. Je secoue la tête. C'est impossible. L'expert de l'assurance a vérifié les fondations et a dit qu'elles étaient saines. Eh bien, il s'est manifestement trompé, répond Clara, irritée. Les artisans ont trouvé des fissures dans les murs de la cave. Ils pourraient s'effondrer à tout moment. Je veux voir ces fissures de mes propres yeux, dis-je. Et parler moi-même aux artisans. Pourquoi compliquer les choses? Clara prend une autre gorgée de vin. Édouard a déjà tout coordonné. Il commence les travaux la semaine prochaine.
Est-ce que l'assurance a validé ces frais supplémentaires? Pas encore, mais ce n'est qu'une formalité. Elle balaie ma question d'un revers de main. Au pire, on peut prendre l'argent sur tes économies et on te remboursera quand l'assurance paiera. J'observe attentivement ma fille. Il y a quelque chose de faux dans son attitude, comme si elle jouait un rôle, celui de la fille dévouée, mais sans grande conviction. Clara, je vais être franche. Je pense que toi et Édouard me cachez quelque chose. Avez-vous des problèmes d'argent? Son visage se ferme instantanément, son sourire s'efface. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne suis pas sourde, ma chérie. Je vous entends vous disputer le soir. J'entends les appels pour les retards de paiement. Je vois bien que vous êtes tous les deux sur les nerfs. Clara finit son verre d'un trait et s'en resserre un autre. Tout le monde a des difficultés financières de temps en temps, maman. Ça ne te regarde pas. Ça me regarde quand vous commencez à vous intéresser à mon argent et à mon testament, je rétorque, ou quand vous envisagez de me placer en maison de retraite. Elle tressaille. Qui t'a dit ça? William. Sa voix se durcit. Il ne devrait pas écouter aux portes. La question n'est pas William, je défends mon petit-fils. La question, c'est que vous êtes en train de manigancer quelque chose, toi et Édouard. Et il semblerait que ça me concerne, moi et mon argent. N'importe quoi. Clara se lève brusquement. Nous nous inquiétons juste pour toi. Et oui, nous pensons que tu serais mieux dans un établissement spécialisé, avec un personnel médical et des gens de ton âge. Ce n'est pas un crime de vouloir le meilleur pour sa mère. Je suis parfaitement capable de prendre soin de moi-même, je réplique. Et je n'irai dans aucune maison de retraite. Dès que ma maison sera réparée, j'y retournerai. Bien sûr, son ton est condescendant. Si c'est ce que tu veux. Mais je lis autre chose dans son regard. De l'agacement, de la colère même, comme si mes projets contrariaient les siens. Le soir, quand Édouard rentre, Clara et lui s'enferment dans leur chambre. J'entends des voix étouffées, mais je ne distingue pas les mots. Quand ils sortent pour dîner, ils sont tous les deux tendus, mais s'efforcent de le dissimuler derrière de faux sourires. William est exceptionnellement silencieux tout au long du repas. Il touche à peine à sa pizza, qu'il adore d'habitude, et répond par monosyllabes aux questions de Clara sur l'école. Après le dîner, je le trouve dans sa chambre, assis sur son lit, un livre à la main qu'il ne lit manifestement pas. Tout va bien? Je demande en m'asseyant près de lui. Je ne sais pas. Il hausse les épaules, sans me regarder. Grand-mère, j'ai peur. Peur de quoi, mon chéri? Je ne sais pas exactement. Il lève enfin les yeux, et j'y lis une peur réelle. C'est juste que... Papa a été bizarre aujourd'hui. Je l'ai vu cacher des comprimés dans son bureau, et il n'arrête pas de parler de ta santé, de comment les personnes âgées peuvent avoir des crises cardiaques. Un frisson glacial me parcourt l'échine. La digoxine dans le bureau d'Édouard. Son intérêt soudain pour ma santé, sa conversation avec mon médecin. William, sais-tu de quel comprimé il s'agissait? Je demande, en m'efforçant de garder mon calme. Pas vraiment. Il fronce les sourcils, essayant de se souvenir. La boîte était blanche avec une bande verte, et le nom, quelque chose avec un des points. Digoxine, je devine. Oui, c'est ça. Ses yeux s'agrandissent. Comment tu le sais? J'ai vu cette boîte dans le bureau de ton père, j'avoue. C'est un médicament pour le cœur. Ton grand-père en prenait. Mais tu n'as pas de problème cardiaque, dit William, et sa phrase sonne comme une question. Non, je secoue la tête. Et le médecin ne m'en a jamais prescrit. Nous nous regardons, et je comprends que mon petit-fils a saisi bien plus de choses qu'un enfant de son âge ne le devrait. Est-ce qu'ils essaient de te faire du mal? Murmure-t-il. Non, bien sûr que non. Je le serre vivement contre moi, bien que je n'en sois plus si sûr. Il doit y avoir une explication. Ce sont peut-être des échantillons pour les médecins. Ton père travaille dans l'industrie pharmaceutique, après tout. Mais en prononçant ces mots, je n'y crois pas moi-même. Pourquoi Édouard cacherait-il des échantillons de médicaments? Et pourquoi de la digoxine, un puissant cardiotonique qui peut être mortel en cas de surdosage? Ne dis pas à tes parents que nous en avons parlé, d'accord? Je demande à William. Je vais tirer ça au clair toute seule. Il acquiesce, l'air toujours inquiet. Sois prudente, grand-mère. Et ne prends rien de ce que papa te donne, d'accord? Promis. Je l'embrasse sur le front.
Maintenant, au lit. Demain, il y a école. De retour dans ma chambre, mes pensées s'emballent. Édouard serait-il capable d'une chose aussi terrible? Mais pourquoi? La réponse s'impose presque aussitôt. L'argent. Clara et lui sont en grande difficulté financière. Ils ont un besoin urgent de liquidité. Et je suis une femme âgée avec des économies substantielles et une maison à vendre. Je me souviens de leurs allusions constantes à mon testament, de leur insistance pour que je le modifie. Et si leur plan était de se débarrasser de moi pour toucher l'héritage et résoudre leurs problèmes d'argent? L'idée est si monstrueuse que j'essaie de la chasser, mais les faits sont là. La digoxine dans le bureau d'Édouard, ses questions étranges sur ma santé, sa conversation avec mon médecin à mon insu, et cette fête, dans moins d'une semaine. Le moment idéal où, au milieu de la foule d'invités, personne ne s'étonnerait qu'une femme âgée fasse un malaise. Je m'assois sur le lit, les bras enroulés autour de moi. Que faire? Aller à la police? Mais que leur dirais-je? Que je soupçonne ma propre fille et mon gendre de vouloir me tuer, sur la seule base d'une boîte de comprimés et de quelques conversations étranges. On me prendrait pour une vieille folle paranoïaque. Partir? Mais pour aller où? Ma maison est toujours en travaux, et maintenant, je doute même que le chantier avance. Et si toutes ces histoires de problèmes de fondation et de coûts supplémentaires n'étaient qu'un prétexte pour me soutirer de l'argent ou me pousser à vendre? On frappe doucement à la porte. Je sursaute. Maman. La voix de Clara est inhabituellement douce. Je peux entrer? Bien sûr, je réponds, en m'efforçant de garder une voix normale. Clara entre, une tasse à la main. Je t'ai préparé une tisane à la camomille, dit-elle avec un sourire. Je me suis dit que tu aurais du mal à t'endormir après notre discussion. Je regarde la tasse, et mon cœur s'accélère. Une tisane que je n'ai pas demandée. Après tout ce que je viens de me dire. Merci, ma chérie, mais j'ai déjà bu ma tisane habituelle. Je désigne la tasse vide sur ma table de chevet, remerciant le ciel qu'elle soit là. Oh! Clara semble déçue. Eh bien, pourquoi ne pas en prendre une deuxième? Celle-ci est spéciale, avec du miel et de la lavande. Ça aide à se détendre. Non merci. Je secoue la tête. Trop de liquide le soir, et je devrais me lever toutes les heures. Elle acquiesce à contre-cœur. Comme tu veux. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. Quand la porte se referme, je la fixe longuement. Puis, je me lève et tourne doucement la clé dans la serrure. Pour la première fois depuis que je suis dans cette maison, je m'enferme pour la nuit. À travers le mur, j'entends Clara entrer dans la chambre de William pour lui souhaiter une bonne nuit. Puis ses pas s'éloignent vers la chambre principale. Bientôt, la maison est plongée dans le silence. Mais je sais que je ne trouverai pas le sommeil cette nuit. Le jour de l'anniversaire de Clara est arrivé. Depuis le matin, la maison est en pleine effervescence. Des serveurs sont arrivés, des fleuristes disposent des compositions florales, le traiteur prépare des mets raffinés dans la cuisine. Je contemple ce déploiement de luxe avec un mélange d'admiration et d'angoisse. Qui aurait cru qu'une famille au bord de la faillite pouvait s'offrir un tel faste? Je me suis délibérément tenue à l'écart des préparatifs. Depuis la veille au soir, où Clara m'avait apporté cette tisane à la camomille, je ne mange et ne bois que ce que je prépare moi-même. Ce n'est pas chose aisée. Édouard m'a proposé par 2 fois un jus de fruits fraîchement pressés, et Clara a insisté pour que j'essaie de nouvelles vitamines, censées renforcer mon cœur. Assise dans ma chambre, je termine de me maquiller. J'ai choisi une robe sobre, bleu marine, à manches longues. Élégante, mais discrète. Aujourd'hui, je préfère rester dans l'ombre. Un coup à la porte interrompt mes pensées. C'est William, déjà en costume, qui lui donne des airs de petit homme d'affaires. Grand-mère, je peux entrer. Sa voix est tendue. Bien sûr, mon chéri. Il se glisse dans la pièce et referme soigneusement la porte. Il est pâle, ses yeux brillent d'une lueur inquiète. Tu vas bien? Je demande, préoccupé par son apparence. Oui, hésite-t-il, jetant un regard vers la porte. Hier soir, j'ai entendu quelque chose, après que tu sois parti te coucher. Mon cœur se serre. William semblait anxieux ces derniers jours, mais il avait évité de se retrouver seul avec moi. J'avais mis cela sur le compte de l'agitation des préparatifs, mais je comprends maintenant que la raison est plus grave. Que as-tu entendu, William? Il jette un nouveau regard à la porte, comme s'il craignait d'être entendu. Mes parents parlaient dans le bureau de papa.
Il ne savait pas que j'étais revenu chercher ma tablette. Il prend une profonde inspiration. Grand-mère, il parlait de toi, de comment régler le problème de grand-mère ce soir. Une boule de glace se forme dans ma poitrine. Qu'ont-ils dit exactement? Papa a dit que tout était prêt. Qu'il mettrait quelque chose dans ton verre, pendant le toast. William déglutit. Une sorte de médicament, qui provoquerait une crise cardiaque. Il a dit que ça paraîtrait naturel à ton âge et que personne ne se douterait de rien. Sa voix tremble. Des larmes perlent au coin de ses yeux. Maman ne voulait pas, au début, mais papa lui a rappelé les problèmes d'argent, que la banque allait saisir la maison, et elle a fini par accepter. Je sens mes doigts s'engourdir. Mes pires craintes se confirment. Ce n'était pas de la paranoïa. Ils ont réellement l'intention de me tuer. Grand-mère, je ne sais pas quoi faire, murmure William. À cet instant, il semble si petit, si effrayé, que mon cœur se brise. J'ai envie d'appeler la police, mais je crains qu'on ne me croie pas. Je suis un enfant, et ce sont mes parents. Je le serre dans mes bras, le sentant trembler de tout son corps. Tu as bien fait de me le dire, dis-je, en m'efforçant de garder mon calme. Nous allons trouver une solution. On frappe de nouveau à la porte, plus sèchement cette fois. Maman, William est avec toi. La voix de Clara est agacée. Les invités commencent à arriver, et vous vous cachez tous les deux. Nous descendons tout de suite, ma chérie, je réponds. William m'aide à attacher mon collier. D'accord, mais dépêchez-vous. Ses pas s'éloignent dans le couloir. Je me tourne vers mon petit-fils. Écoute-moi bien, William. Nous allons descendre et faire comme si de rien n'était. Je vais essayer de m'éclipser discrètement pendant la fête, mais j'ai besoin que tu restes ici et que tu aies l'air naturel. Tu peux faire ça pour moi. Il acquiesce, mais ses yeux sont toujours remplis de peur. Et s'il remarque que tu es parti et qu'il devine que je t'ai prévenu? C'est une bonne question. Mon brillant petit-fils a conscience du danger de sa position. Je dirai que je ne me sens pas bien et que je monte dans ma chambre. Ensuite, je sortirai discrètement par la porte de derrière. S'il te pose des questions, dis-leur que tu m'as vu monter. Ce n'est pas le meilleur des plans, mais je n'ai pas le temps de réfléchir. L'important est de sortir de cette maison avant qu'Édouard ne mette son plan à exécution. Nous descendons. Une dizaine d'invités sont déjà là. Clara, radieuse dans sa robe argentée, accueille les nouveaux arrivants. Édouard est au bar, servant des coupes de champagne. En nous voyant, il nous fait un signe. « Voilà notre chère grand-mère », s'exclame-t-il avec une joie feinte. « Noémie, tu es resplendissante. Une coupe de champagne. » « Non merci, » je réponds avec un sourire poli. Je ne peux pas boire d'alcool avec mes médicaments. Un verre d'eau minérale, peut-être. Bien sûr, acquiesce-t-il. Je t'ai préparé un cocktail spécial sans alcool. Une recette de mon invention. Jus de cranberry, un zeste de citron vert et de la menthe. Tu vas adorer. C'est très gentil de ta part. Je souris encore plus largement, le cœur battant la chamade. Mais je vais commencer par un verre d'eau. J'ai la gorge un peu sèche. Édouard semble déçu, mais il acquiesce. Comme tu voudras. Mais goûte mon cocktail plus tard, pour le toast. Je n'y manquerai pas, je mens. Je passe l'heure suivante à naviguer entre les invités, échangeant des banalités, tout en gardant un œil sur Édouard. Il consulte sa montre, s'éclipse de temps à autre dans la cuisine. Clara est d'une gaieté inhabituelle, mais je remarque qu'elle me lance des regards furtifs, comme pour s'assurer de ma présence. William reste près de moi, ce qui est inhabituel pour un garçon de 12 ans dans une fête d'adultes. D'ordinaire, il trouve rapidement un prétexte pour s'isoler dans sa chambre avec sa tablette ou un livre, mais ce soir, il ne me quitte pas d'une semelle, tel un petit garde du corps. À 19 heures, la maison est pleine. Je reconnais certains visages, des collègues de Clara de l'agence immobilière, des amis de la famille que nous avons déjà croisés lors de fêtes précédentes. Il y a aussi des inconnus, probablement des clients ou des relations d'affaires d'Édouard. Le toast ne va pas tarder, me murmure William alors que nous nous tenons dans un coin du salon. Papa porte toujours un toast à 19h30, avant le plat principal. J'acquiesce. Il faut que j'agisse maintenant, pendant que tout le monde est occupé à discuter et ne fait pas attention à moi. William, je monte. Si on te demande, dis que je suis allé prendre mes médicaments et que je redescends tout de suite. Il acquiesce, mais ses yeux sont emplis d'inquiétude.
Sois prudente, grand-mère. Toujours. Je lui serre la main. Et toi aussi, sois prudent. Aie l'air naturel. Je te contacterai dès que je serai en sécurité. Je monte discrètement l'escalier, en essayant de ne pas attirer l'attention. Dans ma chambre, je rassemble rapidement mes affaires essentielles. Mon portefeuille, mon téléphone, le petit sac contenant mes médicaments et des papiers que j'avais préparés depuis que j'avais découvert la digoxine dans le bureau d'Édouard. J'enfile mon manteau, quitte la pièce sans bruit et me dirige vers l'escalier de service qui mène directement à la cuisine. Le chemin est risqué. La cuisine est maintenant envahie par les cuisiniers et les serveurs, mais c'est ma seule issue. L'entrée principale est visible depuis le salon où se déroule la fête. Et tu as un besoin urgent d'argent, je rétorque. Au point de vouloir te débarrasser de moi pour toucher l'héritage. En descendant, je vois l'agitation des cuisiniers qui préparent le plat principal. Ils sont si affairés qu'ils ne me prêtent aucune attention. J'atteins presque la porte de derrière quand j'entends la voix d'Édouard. Te voilà, Noémie. Il se tient à l'entrée de la cuisine, un verre à la main. Je te cherchais partout. On va bientôt porter un toast. Tout le monde se rassemble dans le salon. Je prenais juste un peu l'air, je réponds, en m'efforçant de garder mon calme. Le bruit me donnait le tournis. Oh, c'est fâcheux. Une lueur prédatrice passe dans son regard. Tu devrais peut-être boire un peu d'eau. J'ai préparé ta boisson spéciale. Il me tend un verre contenant un liquide rubis. Je remarque que sa main tremble légèrement. Merci, Édouard, mais... Grand-mère. La voix de William m'interrompt. Il se tient derrière Édouard, le visage blême. Tu n'es pas obligé de boire ça. Édouard se retourne brusquement. William, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être avec les invités. Je cherchais ma grand-mère, répond le garçon, sans me quitter des yeux. Grand-mère, pars, maintenant. Sa voix est si paniquée que plusieurs cuisiniers se tournent dans notre direction. Édouard est stupéfait, son visage s'empourpre de colère. William, quelles sont ces manières, siffle-t-il. Excuse-toi immédiatement auprès de ta grand-mère. Non, dit fermement William, ignorant son père. Grand-mère, s'il te plaît, crois-moi. Tu dois partir, tout de suite. Édouard s'avance vers son fils, le visage déformé par la rage. De quoi parles-tu? Va dans ta chambre. Tout va bien, Édouard, dis-je en m'interposant. William s'inquiète pour moi, c'est tout. Et il a raison. J'ai besoin de prendre l'air. Je vais peut-être faire une petite promenade et revenir pour le dessert. Non. Édouard me barre le passage. Clara sera déçue si tu manques le toast. Tout le monde est venu pour fêter son anniversaire. La tension monte. Plusieurs serveurs nous observent ouvertement, sentant le conflit. Je vois l'un d'eux jeter un regard interrogateur au chef, qui hausse les épaules. Pourquoi, dis-je lentement, en fixant Édouard droit dans les yeux, insistes-tu tant pour que je boive cette boisson? Son regard vacille du verre dans sa main à mes yeux, puis revient. Je veux juste que tu passes un bon moment, Noémie. C'est une soirée spéciale pour notre famille. Grand-mère, ne bois pas ça, s'écrie à nouveau William. Il y a quelque chose dedans. Édouard se tourne brusquement vers son fils. Tais-toi, gronde-t-il, perdant son sang-froid. Va dans ta chambre. Non, crie William, et à cet instant, il pousse son père de toutes ses forces. Édouard chancelle, le verre lui échappe des mains et se brise sur le carrelage, répandant un liquide rouge. Un silence se fait. Puis, Édouard se précipite vers son fils en rugissant. Espèce de petit. Édouard. La voix de Clara retentit de l'entrée de la cuisine. Qu'est-ce qui se passe ici? Tous les invités attendent, et tu fais une scène. Elle se tient là, les bras ballants, son visage parfaitement maquillé contracté par l'agacement. Elle balaie la cuisine du regard et voit le verre brisé, le visage tendu de son mari, son fils effrayé, et moi, près de la porte de derrière, mon sac sur l'épaule. Maman, tu pars quelque part. Ses yeux se plissent. J'ai besoin de prendre l'air, je répète. Trop de monde, trop de bruit. Avec un manteau et un sac. Clara s'approche lentement. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi William criait-il? Parce que ton mari a essayé de m'empoisonner, dis-je sans détour, décidant que le temps des faux-semblants était révolu. Cette boisson spéciale. Qu'y avait-il dedans, Édouard?
De la digoxine. Assez pour provoquer une crise cardiaque chez une femme de mon âge. Clara pâlit. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Édouard voulait juste te faire plaisir. Alors pourquoi insistait-il tant pour que je boive cette boisson en particulier? Et pourquoi cachait-il dans son bureau un médicament qui ne m'a jamais été prescrit? Édouard s'avance, le visage déformé par la colère. Tu as fouillé dans mes affaires? Ce sont des échantillons pour mon travail. Je suis représentant pharmaceutique, au cas où tu l'aurais oublié. Clara suffoque, portant la main à sa bouche. Maman, tu as perdu la tête. Comment peux-tu nous accuser d'une chose pareille? Parce que je vous ai entendu en discuter tous les deux, crie soudain William. Hier soir, dans le bureau. Vous pensiez que je dormais, mais j'ai tout entendu. Un silence de mort s'installe. Clara et Édouard fixent leur fils comme s'ils le voyaient pour la première fois. Tout le monde dans la cuisine est figé, assistant au drame qui se joue. Petit menteur, siffle enfin Édouard. Tu n'es jamais entré dans mon bureau. Si, dit William avec obstination. Et je t'ai vu cacher les comprimés dans le tiroir de ton bureau, et je t'ai entendu dire à maman que ça ressemblerait à une crise cardiaque naturelle. Clara devient encore plus pâle. William, arrête ça tout de suite. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si, je sais. Sa voix tremble, mais elle est empreinte de détermination. Vous vouliez tuer votre grand-mère pour avoir son argent. Vous avez dit que c'était le seul moyen de sauver la maison. Assez, crie Édouard en faisant un pas vers son fils. Va dans ta chambre. Tu es puni. Ne le touche pas. Je m'interpose entre Édouard et William. Si tu poses un doigt sur lui, j'appelle la police sur le champ. Édouard s'arrête, le visage rouge de rage. Clara semble sur le point de s'évanouir. Maman, s'il te plaît, murmure-t-elle. Ne fais pas de scandale. Les invités peuvent tout entendre. En effet, plusieurs invités, attirés par le bruit, sont déjà attroupés à l'entrée de la cuisine. Ils observent la scène avec curiosité. Que se passe-t-il? Demande un homme plus âgé que je reconnais comme étant un associé d'Édouard. Clara, tout va bien. Oui, monsieur Bernard. Juste un petit malentendu familial, dit Clara avec un sourire forcé. Nous allons régler ça et nous revenons à la fête. Je crains que non, dis-je fermement. William, nous partons. Vous n'allez nulle part, Édouard me saisit le bras. Et tu n'emmènes pas mon fils. Lâche-moi, dis-je doucement mais fermement. Ou je crie, et tous les invités entendront comment tu as essayé d'empoisonner ta belle-mère. Sa prise se desserre. La peur brille dans ses yeux. Tu ne pourras jamais rien prouver, siffle-t-il. C'est la parole d'une vieille folle contre la nôtre. Et un verre brisé contenant une boisson suspecte, je fais remarquer. Je me demande ce que l'analyse de son contenu révélera, ainsi que le témoignage de William, et les comprimés dans ton bureau. Édouard recule d'un pas, sa confiance ébranlée. Clara semble sur le point de pleurer. Maman, s'il te plaît, implore-t-elle. Parlons-en comme des adultes. C'est un terrible malentendu. Le seul malentendu ici, c'est que j'ai pu croire que ma propre fille ne me voulait pas de mal, je réponds, la gorge nouée. William, allons-y. Je prends la main de mon petit-fils et me dirige d'un pas décidé vers la porte de derrière. Personne ne tente de nous arrêter. Édouard et Clara sont figés, comme paralysés, comprenant que leur plan est tombé à l'eau et que leur réputation est en jeu. Dehors, l'air frais du soir me frappe le visage. J'inspire profondément, sentant mes genoux flageoler. Nous nous éloignons rapidement de la maison sans nous retourner. Où allons-nous? Demande William en me serrant la main. Chez mon ami Nicolas, je réponds. Il habite à un quart d'heure d'ici. Tu le connais, le jeune vétérinaire qui a racheté ma clinique. Et après? Sa voix est empreinte de peur. Qu'est-ce qui va arriver à maman et papa? Et à moi? Je m'arrête et m'accroupis, malgré la douleur dans ma hanche, pour le regarder dans les yeux. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mon chéri, mais je te promets que je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui, et je ne l'oublierai jamais. Ses yeux se remplissent de larmes. Je ne pouvais pas les laisser te faire ça, grand-mère. Tu es la seule qui m'écoute vraiment, qui croit en moi. Je le serre fort contre moi, sentant son petit corps secoué de sanglots. Tu es le garçon le plus courageux que je connaisse, je murmure. Et je te promets que tout ira bien.
Nous surmonterons cette épreuve ensemble. Nous reprenons notre chemin dans la pénombre grandissante. Derrière nous, la maison brillamment éclairée, pleine d'invités qui chuchotent probablement déjà sur l'étrange incident de la cuisine. Devant nous, l'inconnu, mais je me sens étrangement soulagée. Grâce au courage de mon petit-fils, j'ai échappé à un terrible destin. Et maintenant, quoi qu'il arrive, j'ai une chance de le protéger, lui aussi. Grand-mère, dit doucement William alors que nous approchons de la maison de Nicolas. Je ne comprends pas comment ils ont pu imaginer une chose pareille. Comment maman a-t-elle pu accepter? C'est ta fille. Je soupire, ne sachant comment expliquer les recoins sombres de l'âme humaine à un enfant. Parfois, les gens font des choses terribles quand ils se sentent acculés, dis-je. Tes parents ont de graves problèmes financiers. Ils risquent de perdre leur maison, leur statut social. La peur de tout perdre peut pousser à des actes désespérés. Mais, tu es quelqu'un. Sa voix tremble. Je ne les excuse pas, mon chéri. Ce qu'ils prévoyaient est impardonnable. Mais je veux que tu saches que ta mère n'a pas toujours été comme ça. C'était une petite fille gentille et attentionnée, qui aimait les animaux et rêvait d'aider les gens. Que lui est-il arrivé? Demande William. La vie, les choix, l'ambition, beaucoup de choses. Je lui serre la main. Mais toi, tu es différent. Tu as un bon cœur et une âme courageuse. Et je ferai tout pour préserver cela en toi. Nous arrivons devant la maison de Nicolas et je sonne. En attendant qu'il ouvre, je regarde mon petit-fils et je réalise que malgré l'horreur de la situation, je suis reconnaissante au destin de l'avoir à mes côtés. Un petit héros qui a écouté son cœur et m'a sauvée. Nicolas Brody a ouvert à la 3e sonnerie. Un grand jeune homme de 35 ans, les cheveux bruns en bataille et de fines lunettes sur le nez. Il semblait avoir été interrompu en plein travail, un carnet à la main, l'air concentré. En nous voyant, William et moi, il est resté bouche bée. Docteur Deschamps. Son regard a oscillé entre moi et mon petit-fils. Qu'est-ce qui se passe? Nicolas, excusez-moi de débarquer ainsi, mais nous avons besoin d'aide. Ma voix était plus chevrotante que je ne l'aurais cru. Maintenant que nous étions en sécurité, l'adrénaline retombait, et la réalité de la situation me frappait de plein fouet. Pouvons-nous entrer? Bien sûr, bien sûr. Il s'est effacé pour nous laisser passer dans le petit couloir. Entrez dans le salon. Je préparais justement du thé. Son appartement était celui d'un jeune célibataire typique. Un peu de désordre, des livres et des magazines sur toutes les surfaces. Une décoration minimale, mais c'était propre et une odeur de thé à la bergamote fraîchement infusée flottait dans l'air. Asseyez-vous, je vous en prie. Nicolas a désigné le canapé, enlevant rapidement les dossiers qui s'y trouvaient. Je reviens tout de suite avec le thé. Pendant qu'il s'affairait dans la cuisine, j'ai passé un bras autour des épaules de William. Le garçon semblait épuisé. Trop d'émotions pour un enfant de son âge. Tout va bien se passer, ai-je murmuré, sans être tout à fait convaincu de mes propres paroles. Nicolas est revenu avec un plateau sur lequel se trouvaient 3 tasses et une assiette de biscuits. J'espère que vous aimez l'Earl Grey, a-t-il demandé en posant le plateau sur la table basse. Et désolé pour le désordre. Je n'attendais pas de visite. Ce n'est rien, Nicolas. J'ai pris une tasse, reconnaissante de la chaleur qui réconfortait mes mains tremblantes. Merci de nous accueillir. De rien. Il s'est assis en face de moi, une expression de sincère inquiétude sur le visage. Que s'est-il passé? Vous avez l'air tous les deux bouleversés. J'ai pris une profonde inspiration, ne sachant pas où commencer. Comment expliquer que ma propre fille et mon gendre avaient tenté de me tuer? Mes parents voulaient empoisonner ma grand-mère, a lâché William d'une voix tremblante. Papa a mis quelque chose dans son verre, à la fête. Nicolas s'est figé, sa tasse à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux se sont écarquillés, passant de William à moi. Quoi? C'est vrai, ai-je dit doucement. Édouard, mon gendre, a essayé de me faire prendre un médicament qui provoque une crise cardiaque. William a surpris leur conversation et m'a prévenu. Nous nous sommes enfuis de la fête. Nicolas a lentement reposé sa tasse, le visage pâle. Vous êtes sûr? C'est incroyable. Malheureusement, c'est bien réel. Je me suis frotté les tempes, sentant un mal de tête poindre. Ces dernières semaines, j'avais remarqué des choses étranges. Édouard était devenu inhabituellement prévenant envers ma santé, surtout mon cœur. J'ai trouvé de la digoxine dans son bureau,
Un médicament qui ne m'a jamais été prescrit. Et hier, William les a entendus, lui et Clara, discuter d'un plan pour se débarrasser de moi pendant la fête. Ils sont criblés de dettes, a ajouté William en se frottant la manche de son pull. Papa a fait de mauvais investissements, et la banque va bientôt saisir la maison. Ils ont décidé que l'héritage de grand-mère était leur seule issue. Nicolas était abasourdi. Il a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux, comme pour espérer qu'en les remettant, la réalité aurait changé. « Vous devez aller à la police », a-t-il dit finalement. « C'est une tentative de meurtre. »« Nous irons », ai-je acquiescé. Mais d'abord, je voulais m'assurer que William et moi étions en sécurité. Et pour être honnête, je ne suis pas sûre que nous ayons assez de preuves. Comment ça, pas assez de preuves, s'est indigné Nicolas. Vous avez un témoin, un garçon de 12 ans qui témoigne contre ses propres parents. J'ai secoué la tête. J'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant. Édouard dira que William a mal compris ou qu'il a tout inventé. Et pour la digoxine, il est représentant pharmaceutique. Il a une explication toute trouvée pour la présence de ce médicament dans son bureau. Nicolas a hésité, tapotant ses doigts sur l'accoudoir de son fauteuil. Et la boisson elle-même? Vous avez dit qu'il avait mis quelque chose dans votre verre. Oui, mais le verre s'est cassé. J'ai soupiré. Et même s'il ne s'était pas cassé, Édouard pourrait prétendre que c'était un simple cocktail sans alcool. Mais vous pourriez faire des analyses, a suggéré Nicolas. Si vous en avez bu ne serait-ce qu'une goutte. Je n'en ai pas bu, ai-je secoué la tête. William m'a prévenu à temps. Nous sommes restés silencieux, chacun perdu dans ses pensées. La situation semblait sans issue. Parole contre parole, sans preuve tangible. Grand-mère, a dit doucement William après un long silence, et les fois où tu t'es senti mal après le dîner? Tu te souviens, il y a quelques semaines, quand papa a fait sa sauce spéciale pour les pâtes. J'y ai repensé, me remémorant cette soirée. Édouard cuisinait rarement, mais il aimait de temps à autre faire étalage de ses talents culinaires. Ce soir-là, il avait insisté pour que je goûte sa sauce spéciale, m'en servant même une double portion. Dans la nuit, je m'étais sentie prise de vertige, de nausées, et mon cœur battait de manière irrégulière. J'avais mis cela sur le compte de l'âge et de la fatigue. Et après ça, la tisane à la menthe, a continué William. Papa te l'a apporté avant que tu n'ailles te coucher, et tu t'es senti faible toute la journée. Un frisson m'a parcouru l'échine. Et si ce n'était pas la première tentative? Si Édouard avait fait des essais, me donnant de petites doses du médicament pour observer ma réaction? Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Tu as raison. Nicolas s'est penché en avant, le visage grave. Docteur Deschamps, les symptômes d'un empoisonnement à la digoxine incluent des nausées, des vertiges, une arythmie. Si vous avez ressenti ces symptômes après avoir mangé ou bu quelque chose que votre gendre vous a préparé. Ce pourrait être une coïncidence, ai-je dit, sans y croire moi-même. Ou une simple indigestion. Ou alors, il vous empoisonnait progressivement, a dit doucement Nicolas, préparant le terrain pour l'acte final qui aurait l'air d'une mort naturelle. Nous nous sommes tués à nouveau. L'idée était si monstrueuse qu'elle me paraissait irréelle. Ma propre fille m'empoisonnait à petit feu, préparant mon corps à recevoir une dose mortelle. Il nous faut des preuves, a finalement dit Nicolas en se levant d'un air résolu. Quelque chose que la police ne pourra pas ignorer. Mais quoi? J'ai écarté les mains, désemparé. Nous n'avons rien. Si, a dit soudain William. Nicolas et moi nous sommes tournés vers lui. Le garçon a sorti un smartphone de sa poche. J'ai enregistré leur conversation, hier soir, quand ils discutaient de leur plan. J'ai regardé mon petit-fils, n'en croyant pas mes oreilles. Tu les as enregistrés. Il a acquiescé, l'air à la fois fier et gêné. J'ai installé récemment une nouvelle application pour enregistrer des mémos vocaux. Quand je les ai entendus parler de toi, je l'ai activé et j'ai laissé mon téléphone devant la porte de son bureau. L'enregistrement n'est pas de très bonne qualité, mais on peut distinguer leur voix. William, tu. Je ne trouvais pas mes mots. C'est incroyablement ingénieux. Et ce n'est pas tout, a-t-il ajouté en faisant défiler quelque chose sur son téléphone. J'ai pris une photo de la bouteille de médicaments dans le bureau de papa, et de l'armoire à pharmacie où il range tous ses échantillons. Il y a toute une collection de médicaments différents, et sur certaines boîtes, il y a ton nom, grand-mère. Il nous a montré les photos, des clichés nets d'une bouteille de digoxine,
à côté de laquelle se trouvait un carnet avec l'inscription dosage ND, suivi de quelques chiffres. D'autres photos montraient une armoire remplie de médicaments, certains étiquetés maman. Mon Dieu, a murmuré Nicolas en regardant les photos. C'est une véritable pharmacie. Édouard est représentant pharmaceutique, lui ai-je rappelé. Il a accès à de nombreux médicaments. Mais ces inscriptions. Je n'ai pas pu terminer ma phrase. La réalité était trop atroce. Avec ces preuves, la police devrait pouvoir agir, a dit fermement Nicolas. Surtout avec l'enregistrement de la conversation. Écoutons-le, ai-je suggéré, sentant mon cœur battre la chamade, un mélange de peur et de colère. William a lancé l'enregistrement. La qualité n'était effectivement pas très bonne. Il y avait beaucoup de bruit de fond, les voix étaient étouffées, mais certaines phrases étaient clairement audibles. Demain à la fête, quand tout le monde sera distrait, disait la voix d'Édouard. Mais si quelque chose tourne mal, la voix de Clara était empreinte d'inquiétude. Rien ne tournera mal. Elle boira le toast, elle se sentira mal, et tout le monde mettra ça sur le compte de l'âge et de l'émotion. Le temps que l'ambulance arrive, il sera trop tard. Et si quelqu'un se doute de quelque chose? Qui? Tout le monde sait que les personnes âgées font des crises cardiaques, surtout si elles ont déjà eu des symptômes. Tu te souviens comme elle était malade après le dîner de la semaine dernière? Et après cette tisane? J'ai préparé le terrain. Édouard, je ne sais pas. Nous n'avons pas le choix, Clara. La banque nous a envoyé un dernier avertissement. Encore 2 semaines et nous sommes à la rue. Ta mère s'accroche à son argent, elle refuse de nous aider. Et quand elle ne sera plus là, nous aurons tout. La maison, les économies, tout. Nous pourrons recommencer à zéro. L'enregistrement s'est terminé. Un lourd silence s'est installé dans la pièce. Ils ont vraiment. Nicolas n'a pas pu finir sa phrase. Son visage exprimait un mélange de choc et de dégoût. J'étais assise, pétrifiée. C'était une chose de soupçonner. C'en était une autre d'entendre leur voix discuter de mon meurtre avec un tel sang-froid, comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale. Nous devons apporter ça à la police, a dit Nicolas en désignant le téléphone de William. Immédiatement. J'ai acquiescé, mais une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire que cela se produisait réellement. Clara, ma fille unique, que j'avais élevée avec tant d'amour. Comment avait-elle pu tomber si bas? Grand-mère. William m'a pris la main, les yeux embués de larmes. Je suis tellement désolée. Tu n'as pas à être désolé, mon chéri. Je l'ai serré dans mes bras, sentant les larmes me monter aux yeux à mon tour. Tu as fait ce qu'il fallait faire, avec courage et droiture. Mais ce sont mes parents, a-t-il murmuré. Et je les ai dénoncés à la police. Mon cœur s'est serré pour cet enfant, placé dans la terrible situation de devoir choisir entre ses parents et la vérité. Tu as fait ce que tu devais faire, ai-je dit fermement. Parfois, le choix le plus difficile est le bon. Je suis fière de toi, William. Tu as fait preuve d'une sagesse et d'une force d'âme rare, même pour un adulte. 1 heure plus tard, nous étions assis dans la salle d'attente du commissariat de Bellerive. L'agente de service, une jeune femme au visage grave, a écouté attentivement notre récit. Veuillez patienter ici, a-t-elle dit en terminant de prendre des notes. Je vais chercher l'inspecteur Dubois. C'est lui qui s'occupe de ce genre d'affaires. L'inspecteur Dubois était un grand homme d'âge mûr, au regard perçant et aux manières calmes. Il nous a fait entrer dans un bureau privé. Madame Deschamps, je vais vous écouter attentivement, a-t-il dit en s'asseyant en face de nous. Racontez-moi tout depuis le début, s'il vous plaît. J'ai détaillé les événements des dernières semaines. Mon séjour forcé chez ma fille, le comportement étrange d'Édouard, mes malaises après avoir consommé des plats ou des boissons qu'il avait préparés, la découverte de la digoxine dans son bureau, et enfin, la tentative de me faire boire un verre suspect lors de la fête, le soir même. William, rassemblant son courage, a parlé de la conversation surprise entre ses parents, de son père cachant les médicaments, de ses questions étranges sur la santé de sa grand-mère. Puis, il a montré les photos et a fait écouter l'enregistrement de la conversation. Le visage de l'inspecteur s'est assombri au fur et à mesure qu'il examinait les preuves. Ce sont des accusations très graves, a-t-il dit finalement. Et les preuves sont très convaincantes, en particulier l'enregistrement de la conversation et les photos avec les notes. Alors, vous allez les arrêter? A demandé William. L'inspecteur a soupiré. Pas si vite, jeune homme.
Nous devons d'abord enquêter. Interroger vos parents, perquisitionner la maison, faire authentifier l'enregistrement. Cela prendra du temps. Et en attendant, que faisons-nous, ai-je demandé. Nous ne pouvons pas retourner dans cette maison. Bien sûr que non, a convenu l'inspecteur. Avez-vous un endroit où loger? Ils peuvent rester chez moi, est intervenu Nicolas, qui était resté silencieux à mes côtés tout ce temps. Je suis un ami de la famille et un confrère du docteur Deschamps. D'accord, a acquiescé l'inspecteur. Mais je vous recommanderais une solution plus formelle. Étant donné les circonstances, nous pouvons vous trouver un logement temporaire et sécurisé dans le cadre du programme de protection des témoins. Est-ce vraiment nécessaire? Un frisson m'a parcouru l'échine. Vous pensez que nous sommes en danger? Je pense que des personnes prêtes à aller aussi loin pour de l'argent peuvent avoir des réactions imprévisibles lorsque leur plan est déjoué, a répondu sérieusement l'inspecteur. Mieux vaut être prudent. Nous avons rempli nos dépositions. L'inspecteur a fait des copies de toutes les preuves contenues dans le téléphone de William. La procédure a duré près de 2 heures, et quand nous avons terminé, il était tard. Nous vous contacterons demain matin, a dit l'inspecteur en nous raccompagnant à la sortie. En attendant, je vous conseille de ne répondre à aucun appel de votre fille ou de votre gendre, et de rester sur vos gardes. En quittant le commissariat, je me sentais étrangement vide. Comme si toutes mes émotions, toute ma force m'avaient quitté, ne laissant place qu'à la fatigue et à la tristesse. Sur le chemin du retour, mon téléphone s'est mis à sonner. Le nom de Clara s'est affiché à l'écran. J'ai montré le téléphone à Nicolas. Ne réponds pas, a-t-il conseillé. Comme l'a dit l'inspecteur, il vaut mieux ne pas leur parler pour l'instant. Le téléphone a sonné encore plusieurs fois. Puis un message est arrivé. Maman, s'il te plaît, réponds. C'est un terrible malentendu. Il faut qu'on parle. J'ai coupé le son, incapable d'en lire davantage. Que pourrait-elle bien me dire? Quelle excuse pourrait avoir un homme qui a planifié le meurtre de sa propre mère? Le temps d'arriver chez Nicolas, William s'était déjà endormi sur la banquette arrière. La journée avait été trop intense et éprouvante pour un enfant de son âge. Allez, mon chéri, je l'ai réveillé doucement. Il faut aller dormir. Demain est un autre jour. William et moi avons passé 3 jours dans un logement sécurisé fourni par la police. C'était un appartement modeste en périphérie de Bellerive, sans charme mais sûr. L'inspecteur Dubois appelait chaque matin pour nous tenir au courant de l'avancée de l'enquête, et une assistante sociale passait dans l'après-midi pour s'assurer que nous allions bien, surtout William. Le garçon tenait le coup, mais je voyais bien à quel point c'était difficile pour lui. La nuit, il se réveillait souvent en sursaut, en proie à des cauchemars. Parfois, j'entendais des pleurs étouffés provenant de sa chambre. Ses affaires lui manquaient, sa vie d'avant, et malgré tout ce qui s'était passé, ses parents. Le 4e jour, j'ai reçu un appel de l'inspecteur Dubois. « Madame Deschamps, votre fille et votre gendre demandent à vous voir », m'a-t-il annoncé. Ils prétendent que toute cette histoire est un énorme malentendu et ils veulent s'expliquer. Un malentendu. Je sentis une vague de colère monter en moi. Après toutes les preuves que William avait rassemblées, ils insistent sur le fait que la conversation a été sortie de son contexte et qu'Édouard gardait ses médicaments pour son travail, a poursuivi l'inspecteur. Bien sûr, nous ne les croyons pas, mais ils ont droit à la présomption d'innocence jusqu'au procès. Que me conseillez-vous? Ai-je demandé, en essayant de garder mon calme. Une rencontre dans un cadre contrôlé, a-t-il dit. Au café du Jardin, rue de l'Érable. Nous placerons des agents aux tables voisines et la conversation sera enregistrée. Cela pourrait nous permettre de recueillir d'autres preuves. J'ai réfléchi. L'idée de revoir Clara et Édouard suscitait en moi un tourbillon d'émotions, la peur, la colère, mais aussi un étrange besoin de les regarder dans les yeux, d'entendre ce qu'ils avaient à dire pour leur défense. D'accord, ai-je finalement accepté. Mais William ne doit pas être là. Bien sûr, a convenu l'inspecteur. Il restera sous surveillance, en lieu sûr. La rencontre a été fixée au lendemain, à 11 heures. J'ai passé une nuit blanche à envisager tous les scénarios possibles. Ce que j'allais dire à ma fille, comment j'allais regarder dans les yeux l'homme qui avait planifié ma mort. Le matin, un agent de police m'a conduite au café. C'était un endroit charmant, avec de grandes fenêtres et beaucoup de plantes vertes. D'où son nom. L'inspecteur Dubois m'attendait à l'entrée. Ils seront là dans 10 minutes, a-t-il dit.
Nos hommes sont aux tables 3 et 6. Vous avez un bouton d'alarme sous la table, au cas où. Et n'oubliez pas, tout est enregistré. J'ai acquiescé, sentant mon cœur battre la chamade. L'inspecteur m'a accompagné jusqu'à une table dans un coin, d'où j'avais une vue sur toute la salle, et il est parti, me laissant seul avec une tasse de thé que je n'ai pas touchée. À 11 heures précises, la porte du café s'est ouverte, et Clara et Édouard sont entrés. Ma fille était pâle et amaigrie, des cernes sous les yeux. Édouard, en revanche, semblait maître de lui et déterminé, son sourire figé sur son visage comme un masque. Ils m'ont repéré et se sont dirigés vers ma table. Clara a tenté de me prendre dans ses bras, mais je l'ai repoussée. Son visage s'est contracté de douleur, mais elle s'est vite reprise. « Maman » a-t-elle commencé en s'asseyant en face de moi. « Merci d'avoir accepté de nous voir. Nous étions si inquiets pour toi. » Vraiment. Ma voix était plus froide que je ne l'aurais cru. C'est une étrange façon de s'inquiéter pour quelqu'un, en planifiant son meurtre. « Noémie, s'il te plaît, est intervenu Édouard, la voix douce, persuasive. Le même ton qu'il devait utiliser pour convaincre les médecins de prescrire ces médicaments. C'est un terrible malentendu. William a mal interprété ce qu'il a entendu. Mal interprété. J'ai haussé un sourcil. Il a enregistré votre conversation. Édouard. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Vous discutiez de la manière de glisser un médicament dans mon verre pour provoquer une crise cardiaque. Clara est devenue encore plus pâle. Maman, je te jure que ce n'est pas ce que tu crois. Oui, nous avons des problèmes d'argent, et oui, nous avons parlé de ton héritage, mais nous n'avons jamais. Et la digoxine dans le bureau d'Édouard. Les jeux interrompus. Avec des notes sur le dosage à m'administrer. Et les fois où je suis tombée malade après un repas ou une tisane préparée par ton mari. Édouard était stupéfait. Tu as fouillé dans mon bureau. Sa voix s'est durcie, le masque de civilité se fissurant un instant. Non, c'est William qui a pris les photos, ai-je répondu. Un garçon intelligent. Bien plus intelligent que vous ne le pensiez. Nous aimons William, a dit Clara, les yeux embués de larmes. Et toi aussi, maman. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous allons tout expliquer. Je te le promets. Ce n'est pas ce que tu imagines. J'ai regardé ma fille, et je ne l'ai pas reconnue. Où était passée la petite fille qui pleurait pour un oiseau blessé? Qui rêvait d'aider les animaux, comme sa mère? Quand était-elle devenue cette femme prête à tout pour de l'argent? Clara, ai-je dit doucement. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que toi et Édouard n'aviez pas l'intention de m'empoisonner pour toucher l'héritage. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Son regard a cherché celui d'Édouard, en quête de soutien. C'est absurde, est-il intervenu. Nous voulons que tu rentres à la maison, Noémie. William te manque. Il est avec toi, n'est-ce pas? Comment va-t-il? Ne change pas de sujet, Édouard. Ma voix s'est durcie. Et n'ose pas te servir de William. Il est en sécurité, et c'est tout ce qui compte. C'est notre fils, a dit soudain Clara. Tu n'as pas le droit de nous l'enlever. Et vous, aviez-vous le droit de planifier mon meurtre dans son dos? Ai-je rétorqué. Comment crois-tu qu'il s'est senti, en entendant ses parents vouloir se débarrasser de sa grand-mère pour de l'argent? Clara a tressailli, comme si elle avait reçu un coup. Édouard a posé une main sur son épaule, le visage dur. Écoute, Noémie, a-t-il dit à voix basse. Soyons réalistes. Vous n'avez aucune preuve directe. L'enregistrement de la conversation est inaudible, et nous pourrions prétendre que nous parlions de toute autre chose. Les médicaments dans mon bureau. Je suis représentant pharmaceutique. C'est mon travail. Et le fait que tu te sentes parfois malade. Tu es une femme âgée. Tu as des problèmes de santé. Il s'est penché vers moi, baissant la voix. Même si la police obtient un mandat de perquisition, ils ne trouveront rien. J'ai tout fait disparaître. C'est votre parole contre la nôtre, Noémie. Et à votre avis, qui est le plus crédible? Un couple respectable, ou une vieille dame qui souffre peut-être de démence? Le sang s'est glacé dans mes veines. Il me menaçait, ici, en public, sans savoir que chacun de ces mots était enregistré. Voilà donc, ai-je dit calmement. Maintenant, je souffre de démence. Maman, ce n'est pas ce qu'Édouard voulait dire, est rapidement intervenue Clara. C'est juste qu'à ton âge, la mémoire peut jouer des tours, et tu as peut-être mal interprété. J'ai 78 ans,
Pas 108, l'ai-je coupé. Ma mémoire est excellente. Et je me souviens parfaitement qu'Édouard a insisté pour que je boive sa boisson spéciale, à ton anniversaire. Celle qui contenait de la digoxine. Ce n'était qu'un cocktail, s'est exclamé Édouard, mais son regard fuyant le trahissait. Dans ce cas, me suis-je levé lentement. Je suis sûr que vous n'aurez aucune objection à ce que la police perquisitionne votre maison. Vous n'avez rien à cacher, n'est-ce pas? Le visage d'Édouard s'est figé. Clara semblait sur le point de s'évanouir. Maman, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. Ne fais pas ça. Nous pouvons arranger les choses en famille. Une famille n'essaie pas de s'entretuer, Clara, ai-je dit, les larmes aux yeux. Une famille prend soin les uns des autres, comme William a pris soin de moi en me prévenant de votre plan. À cet instant, l'inspecteur Dubois s'est approché de notre table, présentant son insigne. Clara et Édouard Lambert, a-t-il dit d'un ton officiel. Je suis l'inspecteur Dubois, de la police de Bellerive. Nous avons un mandat de perquisition pour votre domicile, qui est actuellement en cours. En attendant, je vous demande de me suivre au commissariat pour une déposition. Le visage d'Édouard s'est déformé par la rage. Il s'est levé brusquement, renversant sa chaise. C'est de votre faute, a-t-il crié en me pointant d'un doigt tremblant. Vous nous avez attirés ici exprès, vieille sorcière. 2 agents, assis aux tables voisines, se sont immédiatement approchés, prêts à intervenir. Monsieur Lambert, je vous conseille de vous calmer, a dit l'inspecteur d'une voix posée. Vous ne faites qu'aggraver votre cas. Clara était assise, le visage dans les mains, les épaules secouées de sanglots. Que ai-je fait, murmurait-elle. Que ai-je fait? L'inspecteur a fait un signe de tête aux agents, qui ont emmené Édouard et Clara hors du café. Quand la porte s'est refermée derrière eux, j'ai senti mes jambes se dérober et je me suis rassise lourdement. Ça va, Madame Deschamps? A demandé l'inspecteur en s'asseyant à côté de moi. Non, ai-je répondu honnêtement. Mais ça ira. Vous êtes une femme très courageuse, a-t-il dit. Et les enregistrements sont excellents, surtout le passage où votre gendre avoue s'être débarrassé des preuves et menace de vous faire interner. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Perquisition, interrogatoire, mise en examen, a répondu l'inspecteur. Avec les preuves que nous avons, y compris l'enregistrement d'aujourd'hui, nous avons un dossier solide. Ils seront tous les deux placés en détention, au moins jusqu'au procès. Et William? C'était ma principale préoccupation. En tant que plus proche parente, vous avez droit à la garde provisoire, a dit l'inspecteur. Bien sûr, il y aura une audience devant le juge des affaires familiales. Mais étant donné les circonstances, je suis convaincu que le juge sera de votre côté. 2 heures plus tard, j'étais avec William au bureau de l'aide sociale à l'enfance, remplissant les papiers pour la garde provisoire. Le garçon était assis à côté de moi, silencieux et pensif. « Tu as vu maman et papa » a-t-il fini par demander. « Oui, mon chéri. » Je lui ai pris la main. Nous nous sommes vus au café. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai soupiré, ne sachant pas jusqu'où je pouvais aller. Mais William méritait la vérité, du moins en partie. Ils ont tout nié, ai-je dit. Ils ont dit que c'était un malentendu et que tu avais mal interprété ce que tu avais entendu. Son visage s'est crispé. Mais je ne me suis pas trompée, grand-mère. Je les ai bien entendus parler de mettre quelque chose dans ton verre pour te faire. Sa voix a tremblé. Mourir. Je sais, mon chéri. Je l'ai serré dans mes bras. Et la police le sait aussi. Tes enregistrements et tes photos ont été très utiles. Ils sont en train de perquisitionner la maison. Est-ce qu'ils vont mettre maman et papa en prison? J'entendais la peur dans sa voix. Peut-être. Je ne voulais pas lui mentir. Mais d'abord, il y aura un procès pour déterminer leur culpabilité. Et moi? C'était la question que j'attendais et que je redoutais. Si tu es d'accord, tu viendras vivre avec moi, ai-je dit prudemment. Je demande ta garde. Dans ta maison. Ses yeux se sont un peu éclairés. Celle avec le grand jardin. Oui, ai-je souri. Il faudra d'abord finir les travaux. En attendant, nous pourrons loger dans un motel. Je veux vivre avec toi, a-t-il dit fermement. J'ai toujours voulu. Ces mots m'ont réchauffé le cœur, mais je savais qu'un long et difficile chemin nous attendait. 2 jours plus tard,
Nous avons été autorisés à retourner à la maison de Clara et Edward pour récupérer les affaires de William. La police avait terminé sa perquisition, et la maison était vide. Clara et Edward étaient toujours en détention. William a traversé les pièces en silence, rassemblant ses livres, ses vêtements, son ordinateur. Je l'ai aidé, en essayant de ne pas penser au fait que cette maison, qui avait abrité ma famille, était maintenant un lieu de trahison et de douleur. « Tu es prêt ?» lui ai-je demandé quand nous avons tout rangé dans des valises. Il a acquiescé, jetant un dernier regard à sa chambre. « Grand-mère, je peux prendre les photos. » Il a désigné les photos de famille sur l'étagère. « Bien sûr, mon chéri. » J'ai réalisé que malgré tout, il aimait et ses parents lui manquaient. Nous nous sommes installés dans un petit motel en périphérie de la ville. J'ai contacté de nouveaux artisans pour accélérer les travaux de ma maison. Heureusement, l'assurance a finalement donné son accord pour le paiement, et le chantier a pu reprendre immédiatement. Une semaine après l'arrestation de Clara et Edward, j'ai rencontré mon notaire, Maître Dubois. Le vieil homme, qui nous connaissait, Hervé et moi, depuis des années, était choqué par ce qui s'était passé. « Je n'aurais jamais cru Clara capable d'une telle chose », a-t-il dit en secouant la tête. « Je me souviens d'elle petite fille. »« Moi aussi », ai-je soupiré. « Mais les gens changent, Georges, et pas toujours pour le mieux. »« Que veux-tu faire pour le testament ?» a-t-il demandé, allant droit au but. « Le changer complètement », ai-je répondu. « Clara ne touchera pas un centime. Je veux créer un fonds d'éducation pour William, pour assurer son avenir. Une partie de l'argent ira toujours au refuge pour animaux, et la maison. Je pense que la maison reviendra à William à sa majorité. D'ici là, j'y vivrai avec lui. » Maître Dubois a acquiescé et a commencé à prendre note de mes volontés. Quand nous avons terminé, il m'a regardé avec compassion. « Noémie, es-tu sûre de pouvoir t'occuper d'un garçon de 12 ans? Ce n'est pas facile à ton âge. »« Je me sens plus forte que jamais, Georges, ai-je répondu. Après tout ce qui s'est passé, je réalise que j'ai encore beaucoup de ressources. Et puis, j'ai des amis pour m'aider. Nicolas Brody vous a déjà offert son soutien. Le jeune vétérinaire qui a racheté votre cabinet. » Il a souri. « C'est un garçon bien. »« Oui, ai-je convenu. Et il s'entend très bien avec William. Ils aiment tous les deux les animaux. » 3 semaines plus tard, les travaux de ma maison étaient terminés, et William et moi pouvions enfin emménager. En aidant le garçon à installer sa nouvelle chambre, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et d'espoir. La vie avait pris un tournant inattendu, mais peut-être pour le meilleur, pour nous deux. « Grand-mère, regarde !» William a couru à la fenêtre de sa chambre. « On voit le vieux chêne d'ici, et il y a un nid dessus. Je crois que ce sont des rouges-gorges. » Je me suis approchée et j'ai passé mon bras autour de ses épaules, contemplant l'arbre majestueux qui se dressait dans notre jardin bien avant la construction de la maison. Quand j'étais une petite fille, à peu près de ton âge, je passais des heures à observer les oiseaux dans cet arbre, lui ai-je raconté. Je prenais des notes, je faisais des croquis. C'est en partie ce qui m'a décidé à devenir vétérinaire. Vraiment. Ses yeux se sont illuminés. Je peux les observer aussi? J'ai des jumelles. Bien sûr, ai-je souri. Et tu sais quoi? Il doit y avoir un vieux télescope de ton grand-père dans le garage. On pourrait l'installer pour qu'il soit pointé directement sur le nid. Ce serait génial, s'est-il exclamé. On peut aller le chercher tout de suite. Son enthousiasme était communicatif. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une joie pure. Le procès de Clara et Edward a eu lieu 2 mois plus tard. Les preuves étaient accablantes, l'enregistrement de la conversation, les photos des médicaments avec les notes, mon témoignage sur mes malaises après avoir consommé la nourriture préparée par Edward, et surtout, les aveux de Clara, qui, n'en pouvant plus de la pression, a tout raconté. Oui, ils avaient planifié mon meurtre. Oui, Edward m'avait administré de petites doses de médicaments pour tester ma réaction. Oui, ils comptaient sur l'héritage pour résoudre leurs problèmes financiers. Edward a été condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre. Clara, en tant que complice, a écopé de 8 ans, avec une possibilité de libération conditionnelle au bout de 5 ans. William a assisté au verdict. Il avait insisté pour être là. Il était assis à côté de moi, me tenant la main, le visage grave et triste. Alors que les gardiens emmenaient ses parents, Clara s'est retournée et nous a regardés. Dans ses yeux, il y avait une demande de pardon que je ne pouvais pas encore lui accorder.
Pas encore. La vie a lentement repris son cours. William a changé d'école pour une plus proche de la maison. Je l'aidais à faire ses devoirs, surtout en sciences, sa matière préférée. Chaque jour après l'école, nous passions 1 heure ou 2 dans le jardin à observer les oiseaux, ou dans mon petit laboratoire où je lui enseignais les rudiments de la médecine vétérinaire. Nicolas Brody est devenu un visiteur assidu. Il m'apportait des cas intéressants de sa clinique, nous en discutions, et William écoutait, fasciné. Parfois, le week-end, il l'emmenait à la clinique avec lui, le laissant l'observer travailler. Il fera un excellent vétérinaire, m'a dit Nicolas un jour, alors que nous étions assis sur le porche à regarder William jouer avec le chiot labrador que nous venions d'adopter au refuge. Il a de l'intuition et de la patience. Oui, ai-je convenu, non sans fierté. Il ressemble à son grand-père. Hervé aussi était patient et attentif. Il me fait aussi penser à vous, a ajouté Nicolas avec un sourire. Tout aussi déterminé et intègre. J'ai regardé mon petit-fils, son visage concentré alors qu'il apprenait un nouvel ordre au chiot, et j'ai pensé au long et étrange chemin qui nous avait menés jusqu'ici. La tragédie et la trahison, la douleur et la perte, mais aussi l'amour, le courage et les nouveaux départs. William me posait parfois des questions sur ses parents, surtout sur sa mère. Je ne me suis jamais opposée à son désir de garder le contact avec elle. Il lui écrivait des lettres. Parfois, nous lui rendions visite en prison. Ces visites étaient toujours éprouvantes, mais je savais qu'elles étaient nécessaires pour qu'il puisse faire la paix avec son passé et avancer. De jour en jour, il devenait plus ouvert, plus confiant. La douleur de la trahison de ses parents n'avait pas complètement disparu. De telles blessures ne guérissent jamais tout à fait. Mais il apprenait à vivre avec, à en faire une force et une sagesse. Quant à moi, j'ai enfin trouvé la paix. À 78 ans, j'ai entamé un nouveau chapitre de ma vie, rempli de soucis et de joies que je n'aurais jamais imaginées. M'occuper de mon petit-fils m'a donné une force et une énergie que je croyais disparues depuis longtemps. Un soir, alors que William et moi étions assis sur un banc dans le jardin à regarder le coucher du soleil, il m'a soudain demandé. « Grand-mère, est-ce que tu regrettes parfois ce qui s'est passé, ce que je t'ai dit ?» Je passai mon bras autour de ses épaules. « Jamais, mon chéri. Tu m'as sauvé la vie. Et pas seulement au sens propre. Tu m'as donné un nouveau but, un nouveau sens. Je suis content qu'on soit ensemble, a-t-il dit en se blottissant contre moi. Ici, dans cette maison, avec le chiot, le télescope et toutes tes histoires d'animaux. Moi aussi, William. Je l'ai embrassé sur le front. Moi aussi. De nombreux défis nous attendaient encore. L'adolescence de William, mon propre vieillissement inévitable, les sentiments compliqués envers Clara que nous devions tous les deux encore démêler. Mais je savais que nous pouvions y faire face, ensemble, en nous soutenant l'un l'autre, comme une vraie famille. Le jour où William m'a dit, paniqué, « Grand-mère, pars, maintenant », il ne m'a pas seulement sauvé la vie. Il nous a offert à tous les deux une chance de prendre un nouveau départ. Une vie remplie d'amour, de compréhension et de bienveillance. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissante.